Le phénomène Tucker, les mensonges de Candace, la lâcheté de Meghan, c'est un phénomène que nous observons tous en nous grattant la tête. Ça nous laisse complètement perplexes. Mais bien sûr, Ben Shapiro, qui connaît tout cela de l'intérieur, littéralement puisqu'il a joué un rôle important dans la construction du mouvement et dans la création de certains de ses personnages. Il vient tout juste de sortir un épisode explosif avec Patrick Bet-David pour expliquer ce qui se passe. Et ça va répondre à toutes vos questions, les amis. Celui-ci vaut vraiment le coup. Mon premier signe de désaccord politique sérieux avec Tucker, qui était venu dans mon émission peut-être en 2018. Et il vient dans l'émission, et son livre était, je dirais, très négatif envers l'innovation et le capitalisme en général. L'idée qu'il avait déjà dit cela à l'antenne, je crois, à ce moment-là, où il allait bientôt le faire, était que le capitalisme n'est qu'un système mis en place par les puissants. Et nous, et l'économie doit fonctionner pour nous. Ce qui pour moi est un langage de gauche, parce que quand je réfléchis à la façon dont l'économie fonctionne, il y a des réalités fondamentales de la nature humaine. Nous sommes des gens qui aiment acquérir des biens. Nous sommes des personnes créatives. Nous souhaitons posséder la propriété que nous produisons. Et à partir de ces vérités fondamentales, on obtient alors des droits de propriété dans une économie de marché libre. Et lorsque vous empiétez sur ces vérités fondamentales, ce que vous obtenez, c'est une forme de statisme. Bref. La première chose que vous devez remarquer à ce sujet, c'est que en 2018, ce qui remonte à presque 10 ans, 8 ans pour être exact, Tucker Carlson prenait déjà des idées anti-américaines, des idées anticapitalistes, n'est-ce pas? 2018. Alors tout le monde regarde autour de soi en se demandant comment, d'où est-ce que ça vient? Ce n'est pas sorti de nulle part. C'est juste devenu tellement extrême que tout le monde a dû y prêter attention. Mais toute personne qui écoutait vraiment ce que ces gens disaient s'est rendu compte à l'époque que tout ce discours du genre «je suis pro-conservateur», je fais vraiment partie de ce mouvement «l'Amérique d'abord». Et quand je dis «l'Amérique d'abord», je ne parle pas de cette étrange division dans MAGA. Je veux juste dire que je crois vraiment aux valeurs américaines. Tout cela n'était en réalité déjà pas représenté par des voix comme celle de Tucker en 2018. Lors de cette interview, j'ai posé la question à Tucker précisément parce qu'il avait écrit à ce sujet dans son livre, à propos des voitures autonomes. Il avait en gros dit qu'il était contre les voitures autonomes parce que cela supprimerait les emplois de routiers. Donc je lui ai posé la question à ce sujet et j'ai dit: qu'est-ce que vous feriez, vous savez? Est-ce que vous interdiriez les véhicules autonomes? Et il a répondu oui. Et j'ai été un peu surpris par cette réponse parce que, évidemment, je pense que les véhicules autonomes sont l'une des plus grandes inventions des 50 dernières années. Je veux dire, c'est incroyable. Mon père a 70 ans. Il y a quelques mois, il a eu un accident de voiture. Il va bien. Mais quand il est allé acheter une nouvelle voiture, je lui ai dit: tu as 70 ans. Tu devrais acheter une Tesla parce qu'elle est autonome et qu'elle va percevoir des choses sur la route, surtout la nuit, que tu ne pourras pas percevoir. C'est incroyable. Et il est beaucoup plus en sécurité maintenant. Et la vérité, c'est que, évidemment, si nous avions tous des voitures autonomes, cela réduirait radicalement le nombre de morts sur la route aux États-Unis. Cela éviterait la mort de dizaines de milliers de personnes dans des accidents de voiture. Bon, enfin bref. J'ai dit cela à Tucker et j'ai demandé: sur quelle base interdirais-tu les voitures autonomes? Et il a répondu: sur la base de la sécurité. Et j'ai dit: eh bien, Tucker, elles sont plus sûres que les conducteurs humains. Et il a dit: tu m'as demandé sur quelle base je les interdirais, pas ce qui est vrai. Et je pense que les gens sont franchement moins intelligents dans leur rapport à la politique qu'ils ne l'étaient, tu sais, quand j'étais jeune. Je veux dire, c'est une réponse vraiment explosive. T'as demandé sur quelle base je les interdirais, c'est-à-dire quelles raisons je pense que les médias et le public accepteraient, pas sur ce que je crois être réellement vrai. Je veux dire, c'est typiquement le genre de choses qu'un homme formé à penser à ce que le public veut entendre dirait, pas un homme avec une quelconque clarté morale. Et je ne pense pas qu'ils étaient particulièrement intelligents quand je grandissais. Donc, je pense que c'est vraiment pire maintenant. Je vois, j'aime le débat, j'aime voir les échanges parce que pour moi, je pense que c'est une bonne chose. Vous savez, une chose qui a fait Charlie, et je suis allé à Amfest plusieurs fois, et j'ai parlé quelques fois à Amfest, et je voyais qu'il arrivait à faire venir des gars et à discuter. Une fois, Dave Smith s'est opposé à, comment il s'appelle déjà, quelque chose Hammer. Et Jack, tu ne peux pas échanger de Josh garçons. Hammer, devine quoi? J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial qu'il a eu le courage de faire venir les gars pour le faire. Et je sais que une fois tu es monté, le grand, c'était il y a environ un an, peut-être en décembre, où tu as interpellé Megyn Kelly. Et c'est là que tout a commencé, après que tu as interpellé Megyn Kelly, et ça a ouvert une porte. Et c'était à propos des attaques de Candace Owens contre Erika et tout ça. Ouais. Oui, oui, c'était ça, je m'en souviens. Donc, pour revenir à héros ou méchant, et je veux passer au sujet suivant, qui dirais-tu a eu le plus grand impact pour amener quelqu'un à te voir comme un méchant? Laisse-moi juste donner les noms et ensuite tu me diras. Bien sûr. Est-ce que c'est le départ de Candice, la façon dont ça s'est passé? Est-ce que c'est le 7 octobre, Israël, le fait que tu défends Israël? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est Tucker? Est-ce que c'est plutôt le fait qu'il n'y a pas de véritable ennemi aujourd'hui à droite parce que Trump a gagné? Qui, selon toi, a eu le plus d'impact pour que tu passes pour le méchant? Je veux dire, c'est une question vraiment intéressante parce que, comme nous le savons tous, Tucker, Meghan, Candace et leur groupe ont fait de Ben Shapiro le point central, comme si c'était l'incarnation de tout ce qui ne va pas dans le mouvement de droite, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et la plupart des penseurs logiques et appréciés peuvent le voir. Donc c'est intéressant que ce soit ce qu'ils soulignent ici.
Encore une fois, j'attribuerais cela simplement aux énormes fissures qui sont apparues au sein du mouvement conservateur. Mettons aussi Fontaine là-dedans, j'ajouterai aussi Nick. Écoutez, Oui. ces personnes sont mes détracteurs. Vous savez, certains d'entre eux me détestent personnellement, je suppose, ou on dit qu'ils me détestaient personnellement. Je suis sûr que cela a eu un impact. Je suis sûr qu'il y a des choses que j'ai dites que j'aurais pu mieux formuler, parce que c'est vrai pour tout le monde. Et en ce qui concerne, vous savez, la question d'Israël, je pense qu'il y a eu une attention disproportionnée portée à ce sujet, ce qui n'est pas en accord avec, vous savez, ce que franchement, j'aborde même dans l'émission. L'un des grands mensonges à propos de mon émission, et c'est là encore une fois où je pense que les réseaux sociaux ont rendu les gens plus stupides, c'est que les personnes qui ne m'aiment pas, ils vont prendre des extraits de mon émission comme si je ne parlais que d'Israël. En réalité, nous sommes revenus en arrière et nous avons mesuré combien de fois je parle d'Israël. Et la réponse est très 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 peu, très peu. J'ai beaucoup parlé d'Israël juste après le 7 octobre. Et puis, vous savez, au moment où on est arrivé, je dirais, à la mi-2024, quand la guerre durait déjà depuis un certain temps, nous avons recommencé à parler d'autre chose que d'Israël. Et même, vous savez, dans mon émission aujourd'hui, le temps que je consacre à parler de l'Iran, qui est pourtant très présent dans l'actualité, ça doit être 3 ou 4 minutes, sur une émission de Pourquoi tu 35 penses minutes que c'est comme ou ça? d'une C'est heure. juste parce que stratégiquement, les gens sont épuisés ou que toi, t'es épuisé? Je pense que c'est un peu des deux, mais je crois aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sur ce sujet. J'essaie de couvrir l'actualité, et donc le genre de dans laquelle on se Je trouve comprends actuellement pour par l'Iran. rapport à Je l'Iran. suis Il ne d'accord se avec passe ça, rien. oui. Si le MOU devient une info de dernière minute, on commencera avec ça, non? Mais si ce n'est pas une information de dernière minute, mais l'implication dans le monde en ligne, c'est que je ne fais que parler d'Israël, ce qui Mais est ce tout que j'essaie simplement de faux comprendre, c'est parce factuellement. que J'aimerais entendre tes théories, parce que, honnêtement, tu sais, ça a toujours été un mystère pour moi, dans une certaine mesure, parce que si tu dis la même chose pendant 25 ans, et que la perception que les gens ont de toi change, alors j'hésite à dire que c'est parce que j'ai dit quelque chose de différent, parce que ce n'est vraiment pas le cas. Donc la question devient, qu'est-ce qui a changé? Et donc je pense que la réponse, c'est tout ce qui précède, évidemment. Je veux dire, Je pensais que lorsque Jeremy et Caleb, qui étaient les décideurs, ont renvoyé Candace, je pensais qu'ils auraient dû expliquer publiquement pourquoi ils avaient renvoyé Candace. Je pense que c'était important, et j'ai plaidé pour cela à l'époque. Je pense qu'avec le recul, c'était une énorme erreur de ne pas expliquer au public pourquoi ils avaient décidé de renvoyer Candace. Je pense qu'ils pensaient que c'était évident, mais il s'avère qu'il n'y a rien d'évident. Donc cela a été un mystère pour beaucoup de gens. Ils ne savaient pas. Peut-être qu'ils ne regardaient pas son émission. Une des choses que, vous savez, une autre chose que j'ai appris sur la politique, c'est que comme je baigne là-dedans tous les jours, avec tous les détails, je suppose un niveau de connaissance de la part du public que je ne devrais pas supposer. Et je suppose que les gens savent que lorsqu'ils voient Tucker Carlson, il a changé beaucoup de choses, et le type de choses qu'il dit depuis 2020, n'est-ce pas? Et les gens ne savent pas ça parce qu'ils ne s'impliquent pas autant dans la politique. La plupart des gens qui suivent la politique ne regardent pas chaque épisode de votre émission ou de la mienne, n'est-ce pas? Ils peuvent regarder une fois tous les 3 ou 4 4 épisodes. épisodes. Ils y consacrent 10 minutes. Vous avez un noyau de personnes qui sont très fidèles, mais c'est un noyau assez restreint. Oui, il y a des gars qui regardent les formats courts et il y a un pourcentage plus faible qui regarde l'intégralité chaque jour. Ce sont deux publics Exactement. différents. Les publics, et j'aimerais qu'il y ait un moyen de savoir exactement qui c'est et de faire un groupe de discussion avec ton noyau dur. Ce serait C'est tellement exactement précieux. ça. tu sais, ce qui est tellement intéressant dans ce que Ben dit ici, c'est que c'est vrai. La plupart des gens n'ont pas tout le contexte ni toutes les informations. Mais si tu regardes les personnes qui ont été présentes de façon constante et que tu examines les faits et les informations et que tu observes ceux qui essayent de manipuler ces faits et ces informations. D'accord. Donc Ben a parlé d'Israël un nombre précis de fois et il l'a annoncé. Ils l'ont fait, ils l'ont partagé publiquement. Ils ont dit au public combien de fois il en a parlé et ils ont comparé et mis en contraste cela avec le nombre de fois, par exemple, que Tucker ou Candace en parlent. Et les chiffres sont complètement décalés. Et pourtant, c'est toujours un argument tellement facile pour Tucker et Candace de le lancer comme ça, parce qu'ils savent que les gens ne vont pas vraiment faire de recherche et vérifier. Alors ils balancent ces arguments qui ne sont que des mensonges et qui servent juste à attirer l'attention des médias et des gens, à les intriguer. Et c'est tellement malhonnête dans la façon dont c'est présenté. Et c'est quelque chose qui me sidère, que les gens ne se rendent pas compte de leur obsession et de leur focalisation sur certains sujets qui n'ont en réalité rien à voir avec la vérité. Et le fait que les gens continuent encore à croire que c'est vrai est tellement étrange. Et encore une fois, c'est l'une des choses que je trouve vraiment négative dans la direction prise par les réseaux sociaux. Il y a eu, et on peut le voir dans les chiffres de tout le monde, un passage du format long au format court. Oui, le basculement de l'attention du public d'une émission de 2 heures, de 3 heures ou d'1 heure vers un format court de 30 secondes est très évident. Oui, c'est une sorte de TikTokisation. Et la politique est très difficile à faire dans une sorte de format de 30 secondes. Je veux dire, il y a certains sujets que tu peux traiter, oui. Ceux qui sont les plus populaires à droite sont justement ceux que tu peux faire en 30 secondes, n'est-ce pas? Un homme est un homme, une femme est une femme, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui rassemble à droite parce que tu peux l'expliquer en une phrase simple, tu vois? Mais comment expliques-tu le laisser-faire économique par rapport à ce qu'on appelle le conservatisme du bien commun? Ça va demander une dissertation, non? Donc tu ne peux pas faire ça en 30 secondes. Alors, ça devient juste une série de slogans de chaque côté, tu vois?
Tu as les conservateurs du bien commun, pour ainsi dire, qui traitent les partisans du laisser-faire de libertariens au cœur dur qui veulent te voler ton âme. Et puis tu as les libertariens au cœur dur qui disent des conservateurs du bien commun qui sont en fait, tu sais, des fascistes franquistes. Et ce sont tes collègues. Quand tu réalises que les arguments débiles sont les plus faciles à faire très, très rapidement. Et que la plupart des informations que les gens consomment sont au format court, tu comprends pourquoi? C'est parce que tant de ces voix défendent des idées stupides et que celles qui essaient de les combattre ne peuvent pas lutter contre un discours stupide et facile à retenir. Avec la vérité complexe et la nuance, parce que parfois la vérité demande de la complexité et un certain inconfort, ainsi que la capacité de démolir des idées de façon claire. Mais si tu n'as que 30 secondes, il est tellement plus facile de montrer des petites phrases stupides et de trouver des choses auxquelles les gens vont se laisser prendre. C'est vraiment difficile pour les gens de se payer à manger. Oui, oui, regarde ce que dit ce conservateur, contre, eh bien oui, mais c'est bien plus facile que d'expliquer l'histoire du blabla habituel. Et de décortiquer l'économie. Quand tu réalises que c'est une guerre de putaclic, que ça n'a en fait rien à voir avec l'identité intellectuelle. Et la réponse à tout ce qui se passe avec Tucker et Candace se trouve tout au début, dans la réponse que Tucker a donnée à Ben Shapiro, qui est tu m'as demandé ce que je dirais, pas ce qu'est la vérité. Qu'est-ce que les gens veulent entendre? Qu'est-ce qui se vend vite et avec quoi on convainc vite? On dit toujours ceci, les idées de gauche sont très faciles à vendre. Tout le monde devrait être égal, nous devrions tous avoir de l'argent. Il devrait y avoir de la liberté. Chacun devrait aimer qui il veut. Et ensuite, quand tu analyses ce que cela signifie vraiment, tu as besoin de complexité et de nuances pour gérer cela. Et pour ça, il faut de la réflexion et du temps. Et les gens ne s'y intéressent pas. Alors, est-ce que ça t'étonne d'entendre ça? Dans la guerre du putaclic, ce qui est stupide et rapide, les idées sensationnalistes de ce nouveau mouvement de droite fonctionnent. Mieux que l'intégrité intellectuelle et la réflexion qu'on exige de toi pour être vraiment une commentatrice politique. Non, non, tu ne l'es pas. Et les personnes prêtes à vendre leur âme pour obtenir ces vues et attirer beaucoup d'attention et faire beaucoup de bruit en ligne, ce sont celles qui sont prêtes à vendre de mauvaises idées rapidement, à dire c'est la faute des juifs, c'est ceci, c'est cela. Juste pour blâmer aussi rapidement sans vraiment prendre le temps de réfléchir aux choses. C'est ça la guerre. C'est une guerre sur les réseaux sociaux, une guerre qui a généré et récompensé une mentalité bas de plafond, une incapacité à vraiment analyser des idées complexes. Et les personnes qui la combattent sont celles qui savent penser par elles-mêmes. Et quand on le voit de cette façon, tout devient tellement, tellement clair, facile et simple à comprendre. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi Sapanta.